Bien, bonjour à tous. Au bout d'une semaine d'absence due à un isolement me concernant par rapport à ma vulnérabilité du Covid-19, je vous fais ici le cours du chapitre 3. Donc, ce que je vous demande, c'est de, bien évidemment, de visionner la vidéo d'une façon rigoureuse, sérieuse, hein. À la base, je vous ai demandé tout d'abord de compléter votre polycopier à partir des documents. Donc, vous connaissez ma méthode de travail à ce niveau. Donc, je fais confiance à une grande partie d'entre vous. Pour les autres, c'est dommage puisque on n'apprend pas en prenant uniquement la correction, mais on apprend aussi en faisant l'effort d'eux, même si on a des difficultés de compréhension. Mais on essaye de remplir, si je puis dire, quelques questions quand même et prendre le soin d'analyser les documents soi-même. Et puis, c'est une façon aussi d'apprendre à travailler en autonomie avec des outils. Donc voilà. Donc, je vais partir avec le diaporama. Donc, la démarche du diaporama, si je puis dire, va être la suivante, c'est que je vais procéder étape par étape. Donc ici, le thème 1, on y est toujours. Chapitre 3, les spécificités des organisations publiques. Les objectifs et les notions, rappel, définition de ce que c'est qu'une notion, une capacité, donc relisez quand même. Ensuite, les notions qui vont être traitées ici, biens et services, marchands. Secteur public, ça va un peu vite, mais vous pouvez arrêter, mettre en pause après. Organisation et entreprise publique. Partenariat public-privé. Financement public. Participation de l'État dans les entreprises et dans des marchés. La question 1-2, comment appréhender la diversité des organisations? Comment saisir, appréhender, saisir. Alors, 3 minutes pour découvrir le Conseil régional de Bretagne. Vous avez le lien. Donc, le voici. Vous avez un petit extrait ici. Je vous ai aussi. Alors, je vais mettre un peu en pause parce que ça va trop vite. Bon, je vais revenir à la précédente aussi, me concernant. Voilà. Donc, vous avez, là, je me mets en pause. Vous avez ici un extrait de la vidéo, donc vous pouvez quand même la visionner, hein. Et l'extrait, vous y allez vous tapez l'URL suivante, Fouché tout en minuscule connect.fr 19 mana 07. Donc là, l'idée, c'est d'écouter, de visionner cette vidéo et ensuite de répondre à la question, quel est l'enjeu du vote des élus du Conseil régional de Bretagne, puisqu'il s'agit du Conseil régional de Bretagne, quelles en sont les motivations à l'origine d'un tel choix. Donc tout ça est à compléter, je vous ai mis une petite légende sur le côté droit. Donc, c'est ce que vous deviez faire à la base. Ensuite, donc, les éléments de réponse sont les suivants. Alors, vous devez avoir trouvé ces réponses, mais surtout en construisant des phrases. Oui, élément important, hein, c'est pas, faut pas mettre un nouveau lycée tout court. C'est le choix d'un lieu d'implantation d'un nouveau lycée où vous reformulez d'une autre façon, mais vous constituez une phrase, vous construisez une phrase. Ensuite, quelles ont été les motivations à l'origine de tel choix? Désengorger, ça veut dire permettre de diminuer l'effectif de certains établissements qui étaient surchargés, donc trop d'effectifs. Alors, point suivant, donc là, je me mets en pause à nouveau. Document 1, qu'est-ce que le service public? Donc, on va définir ici le service public. D'accord? Donc, à partir d'un document, toujours est-il, ainsi soit-il. Donc, ce document, il nous met en avant différents types de services publics. Là, je vous ai mis une petite légende sur le côté droit, bien observer les documents et prendre le temps de lire les textes aussi, tout ce qui est écrit ici. Il faut bien prendre le temps de lire, et au-dessus aussi, d'accord? Puisque vous avez les éléments de réponse ici, et vous pouvez de vous-même vous constituer les questions et les réponses. Donc, questions posées sont suivantes, tout simplement. On aurait pu vous poser d'autres questions. Repérer les différentes organisations publiques présentées dans les exemples ci-contre, au-dessus. Déterminer à quel besoin répond le service public dans chacun des exemples. Donc, vous avez à la base bien lu et observé. Vous êtes donc capable de compléter ces différents éléments. Alors, donc, les réponses sont les suivantes. Voici donc les bonnes réponses. Hôpitaux, SNCF, tribunaux, établissements scolaires. Donc, santé, notion concernant santé, transport, éducation, justice. D'accord? Donc, c'est là où intervient l'État. Alors, ensuite, nous passons au point suivant. Il s'agit du document 2, les grands principes du service public. Alors, vous êtes amené à compléter votre polycopier, hein. Il faut qu'il soit à jour. Le polycopier est en numérique, vous écrivez dessus. D'accord? Vous êtes en même temps sur la vidéo et en même temps sur votre numérique et sur votre polycopier. Donc, document 2, les grands principes du service public. Alors, donc là, ici, on a
Le document suivant, donc les grands principes du service public, continuité, égalité, adaptabilité ou mutabilité. Mutabilité dans le sens où elle se transforme. Adaptabilité ou dans le sens où elle s'adapte. D'accord? Donc, notion très importante à retenir que j'ai mis. Il faut savoir ce que c'est que la continuité. Qu'est-ce qu'on entend par continuité? Donc, vous avez les éléments de réponse ici. Il ne faut pas tout retenir. Retenez 2-3 mots là-dedans par rapport à continuité. Ça continue. D'accord? Égalité, il faut que ça soit égal pour tout individu. Adaptabilité, c'est que le service public s'adapte à son époque. D'accord? Alors ensuite, à partir de ce document, voici les questions. Donc les questions, identifier les grands principes du service public. Donc là, je vous demanderai de compléter donc les mots à trous. D'accord? Montrer que les 4 grandes organisations citées, etc., respectent les grands principes du service public. Et voilà. Donc à compléter, toujours une petite légende sur le côté droit. Donc, voici la correction maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Continuité, égalité, adaptabilité. Donc, il s'agit tout simplement de reprendre ces notions du document. Une fois les avoir définies, c'est approprié de ces notions. Ensuite, là, un développement en continuité, adaptabilité, égalité, continuité, adaptabilité. Là, c'est la mise en pratique tout simplement. Voilà. Donc, c'est surtout pour vous sensibiliser sur ces 3 notions. Alors ensuite, document 3, eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accès gratuit au service public, d'accord? On est toujours donc dans ce chapitre. Alors, donc là, ici, élément nouveau, c'est plus du texte, mais ce sont 2 camemberts, d'accord? Donc, vous avez la rentrée 2018 en chiffres pour un certain nombre d'élèves, les dépenses publiques moyennes par élève, donc tout ça, il s'agit de 2018. Petit rappel sur l'école publique et l'école gratuite. Donc, gratuit, oui, mais c'est le contribuable qui paye avec les impôts. Et là, on le voit bien. On voit bien ici que voilà, le contribuable, donc ce qu'il aura à payer sur un lycéen sur l'année, etc., lycéen technologique, professionnel et tout le reste. Voilà, donc c'est pas si gratuit que ça, mais bon, en ce qui concerne les citoyens, pour eux, ils n'ont pas à payer l'éducation, comme dans certains pays. Alors, ici, commenter le coût de formation des élèves pour l'État, d'accord? Donc, à compléter à partir du document précédent, donc il y a juste à compléter, et on arrive donc aux réponses suivantes. Donc là, il ne doit pas avoir de difficulté, il suffisait tout simplement de reprendre les sommes, 6 300 € pour un écolier, 8 580 € pour un collégien, et ainsi de suite. Donc, identifier le prix pour un élève d'accéder à l'éducation est financée par les contribuables, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Alors maintenant, on passe au document suivant sur la quasi-totalité du service public. Alors, on va définir un peu ce terme de quasi. Donc, voilà. Alors, donc, ici, la quasi-gratuité du service public, le coût de fonctionnement des trains, métros, etc., est de 10 milliards sur l'année en Ile-de-France. Alors, en gros, donc, et là, on vous dit 72%, c'est financé par les employeurs, les collectivités, autres recettes, et 28% sont financés par les usagers, ou les voyageurs. Donc, lorsque vous achetez une carte Navigo, si vous en achetez une, vous ne payez que 28% de la carte. Et le reste, c'est 72%, c'est l'État. Et c'est le même principe, on va dire, pour un ticket de bus, par exemple. D'accord? Vous avez une faible participation et la différence, ce sont les collectivités locales, territoriales ou l'État qui financent. D'accord? Ça, c'est un point très important. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit c'est quasi gratuit, c'est presque gratuit. D'accord? Parce que si vous payez le prix, ça serait 3 fois plus. OK là-dessus? Pour cette idée. Alors, donc, ici, à compléter, décomposer, on vous demande ici de décomposer le coût d'un billet de transport en Ile-de-France, d'accord, en pourcentage. Donc, il suffit de reprendre les éléments précédents. Montrer que le prix à payer par l'usager est inférieur au coût de service rendu, là aussi. Alors, donc, élément de réponse, eh bien, voilà, 72, 28, 72, réel, quasi gratuit. Et là, c'est la correction. Tout bon, j'espère pour vous, et que vous avez atteint votre objectif. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici une petite cible. Alors, pour animer un peu la situation. Donc, ensuite, nous passons maintenant au document 5. On est toujours à la première partie. Qu'est-ce qu'une organisation publique? La notion de biens et services marchands. Qu'est-ce qu'on entend par biens et services marchands? Alors, donc, ici, la notion de biens et services non marchands, gratuité.
Les prix qui ne sont pas économiquement significatifs, ça veut dire qu'ils ne correspondent pas au prix du marché. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils ne sont pas économiquement significatifs. Ils n'ont pas vraiment une valeur du marché. C'est sachant que c'est quasiment gratuit. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Là, je vous ai mis un petit call. Vous avez l'éducation, par exemple, hein, l'enseignement, etc. Vous avez la santé, certains organismes comme les centres sociaux, etc. L'action sociale ou l'administration. Hein. Vous avez demandé un papier à l'administration, l'état civil ou autre, ben, c'est du gratuit. D'accord? Et donc, ou alors, si on vous demande de payer, c'est une très faible participation. Donc, montrer que le service public relève d'une logique non marchande, dans le sens où le service public, bah, ce n'est pas le prix du marché, n'est pas dans une optique marchand, hein, il ne cherche pas à vous vendre, d'accord? Alors, le corriger, donc là, pardon, excusez-moi, je vais revenir, vite, voilà. Alors maintenant, le quasi, je vous ai mis quasi égale, retenez, égale presque, quasi égale presque, d'accord? Presque gratuit, d'accord là-dessus, gratuitement. Donc, entité, si on parle d'établissement, on parle d'administration, donc on parle d'entité. Hein. C'est un peu l'idée de, comme si dans le circuit marchand, on parlait d'entreprise, d'accord? Dont l'État a le contrôle, qui a pour objet la satisfaction de l'intérêt général. D'accord? Elle produit des services non marchands, donc gratuits ou quasi gratuits, donc retenez bien. Et les exemples, éducation, sécurité, santé, etc. Alors, ensuite, excusez-moi, problème technique, que se passe-t-il donc? Voilà. Alors, donc, maintenant, le document 5. Le document 5, la notion de biens et services non marchands. Oh oui, très bien, bah, je viens de le voir là. Excusez-moi. Je vais passer, voilà, je me suis trompé, hein. Illustrer là. Alors maintenant, on va donc passer à la deuxième partie du chapitre et on va voir maintenant le champ d'action des organisations publiques, c'est-à-dire l'espace géographique dans lequel les organisations publiques vont tout simplement fonctionner, vont tout simplement s'adresser. Alors, on a ici un exemple, une carte très intéressante, hein, la SNCF par exemple, entreprise publique, et là on voit bien que le territoire national français, d'accord, la France, et donc là on voit que le champ géographique c'est toute la France, c'est national, on va dire, d'accord. Donc je vous ai mis ici que les gares, les trains, les circulations, la gestion des circulations des trains sont des entreprises publiques, voilà, d'accord, c'est un peu l'idée. OK, donc là, vous avez la carte et tout. Donc, repérer l'action menée par la SNCF en mars 2017. Donc, vous lisez bien le document, vous allez pouvoir répondre. Déterminer le champ d'action géographique d'une entreprise publique. Bah, si vous ne voyez pas bien la carte, c'est que vous avez du mal à voir. Donc, voilà. Alors, ensuite, correction. Donc, je vous ai mis la correction ici. Alors, la correction avec un joli petit sourire de ma part, d'accord. Moderniser nationaux. Ensuite, deuxième partie, toujours champ d'action des organisations publiques. Maintenant, on va parler des entreprises publiques centrales. Centrales. Alors, retenez bien cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on entend par centrale? Eh bien, les administrations publiques centrales, c'est tout simplement un exemple, un ministère. Un ministère, le ministère de l'Éducation nationale, il y a un personnel, ils sont très nombreux, et donc, on va parler d'administration publique centrale. Et on va dire le responsable supérieur hiérarchique de l'administration publique centrale, qui est le ministère de l'Éducation nationale, c'est notre ministre de l'Éducation nationale, monsieur Michel Blanquer. Voilà, par exemple. Donc là, on a pris le cas du ministère de la Transition écologique et solidaire avec la dotation, etc., etc. Donc, notion à retenir, administration publique centrale, exemple, un ministère. Un ministère avec tout son personnel. Hein. Ce n'est pas le ministre, c'est tout l'ensemble. Alors, donc ici à compléter après analyse du document 2, et on arrive donc à ces éléments de réponse. Et là, je vous ai mis, j'espère que vous avez tout bon. D'accord? Donc, mettre en œuvre, gouvernemental, environnement, biodiversité, énergétique, durable, stratégie, France, suivi, national, mission, gouvernement, territoire, administration publique centrale. Voilà. Alors, ensuite, donc, on passe au document 3 maintenant, dont l'intitulé est les collectivités territoriales. Donc, on a parlé de l'administration
public central, donc de l'État, des ministères, etc. Maintenant, on va parler de dans chaque territoire, au niveau local. D'accord? Donc, ça peut être la région, ça peut être la ville, ça peut être le département, par exemple. D'accord? Donc, là, nous avons ici alors une notion à laquelle donc, je souhaiterais que vous soyez extrêmement sensible, compétence exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence exclusive? Vous le voyez à partir de cette icône, de ces figures. Compétence exclusive, c'est-à-dire qu'il est le seul à proposer. D'accord? Donc les collectivités territoriales, dont ici le Conseil régional de Bretagne. Il va proposer la formation professionnelle, apprentissage, alternance. Il va proposer tout ce qui concerne l'activité économique, le développement économique. Il va proposer tout ce qui concerne la gestion des lycées, d'accord, la construction, la rénovation, l'équipement, le fonctionnement, gestion du personnel, non enseignant, etc. Voilà donc les compétences exclusives. Il a l'exclusivité. C'est lui seul qui fait. D'accord? Et ici, compétences partagées avec les départements, c'est ce que vous avez en bleu. Eh bien, il ne peut pas s'occuper du tourisme dans toute la région. Donc, il va le faire avec la compétence, c'est-à-dire avec la réunion de l'ensemble des départements. Donc, chaque département va contribuer à la gestion de la culture, du tourisme, du sport, par exemple. Voilà. Donc, point, notion qui me semblait importante et dont je souhaitais absolument que vous, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai appuyé là-dessus. Alors maintenant à compléter, d'accord? Donc identifier les missions de la région de Bretagne, on en a parlé là ici, donc à vous de compléter. Et une fois avoir bien complété, eh bien on arrive au résultat suivant, exclusif, économique, professionnel, partagé, culture, tourisme, sport, régional, commune, département, région et publics locaux. Alors maintenant, on va parler d'un point important concernant les organisations publiques, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? C'est tout simplement après la centralisation, c'est-à-dire que c'est le concept dans lequel on centralise, on regroupe tout le pouvoir au sein d'un même endroit. Donc là, décentraliser, ça veut dire on délègue, on répartit le pouvoir un peu partout. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, je vous ai mis que cette notion est à retenir, la décentralisation. On part des collectivités territoriales, que sont la commune et le département, et on parle de décentralisation quand elles sont autonomes par rapport à l'autre. D'accord? Donc là, un petit retour historique. L'État donc, avait le pouvoir central, elle délègue un certain nombre de ses compétences à des collectivités qui sont dotées de leurs propres organes, etc. Donc, on parle de décentralisation fonctionnelle ou de décentralisation territoriale. En gros, fonctionnelle au niveau de la fonctionnement et territorial au niveau de l'espace géographique. D'accord? Décentralisé. Au lieu de tout regrouper au même endroit, il y en a un peu partout. Et dans des régions, par exemple. D'accord? Donc, à la base, tout était centralisé au niveau de l'État, Paris, par exemple, la capitale, etc. Ben là, de plus en plus, eh bien, les organisations publiques sont un peu partout dans le territoire national français. Voilà, c'est un peu c'est le principe de la décentralisation. Alors, donc, ici, à compléter, définissez la notion de décentralisation, élément important. Justifier la pertinence de la décentralisation pour la région de Bretagne. Alors, la correction, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Donc, délègue, territorial, fonctionnel, domaine, territoire, données, terrain, réalité, favorable. Alors, maintenant, on passe à la troisième et dernière partie de ce chapitre. Quelles sont les voies de financement des organisations publiques? Comment elles se financent? Eh bien, elles se financent par les prélèvements nationaux. Qu'est-ce qu'on entend par prélèvements nationaux? Ce sont les ressources de l'État que nous allons voir. Alors, les prélèvements nationaux, c'est avec ces ressources que l'État peut financer en partie les services publics. Voilà l'idée. Donc, ressources de l'État. Les ressources de l'État, vous les avez ici. Taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Vous avez 152,8 milliards d'euros sur l'année, bien sûr. Ça constitue 52,9%, c'est-à-dire près de la moitié des recettes de l'État. La TVA. Une TVA, c'est lorsque vous achetez une baguette de pain, vous payez une TVA, par exemple. Et bien, cette TVA va être remise à l'État. Et bien évidemment, ça va être ensuite réparti dans le fonctionnement des dépenses qu'elle aura à l'État.
dont l'éducation, par exemple, gratuite. Impôt sur le revenu, 72,7 milliards, donc 25,6%, 2%, pardon. L'impôt sur les sociétés, ce qu'elles payent en impôt, 25,3 milliards sur l'année, 8,8. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, c'est tout ce qui concerne la taxe supplémentaire sur le prix, par exemple, de l'essence, d'accord, 4,6%, et autres taxes, qui est 24,6 milliards. Donc tout ça constitue les recettes de l'État. Et avec ces recettes de l'État, eh bien, il va pouvoir payer le fonctionnement, dont la prise en charge de l'éducation gratuite, la santé gratuite ou certaines santé prises en charge, etc. Voilà. Donc, les grands travaux, infrastructures, etc. Donc là, vous aviez à compléter, différencier les notions d'impôt et de taxe. Donc, il faut faire la différence entre impôt et taxe. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, répondez bien. Identifier la principale voie de financement des dépenses publiques. Alors, la correction ici, eh bien, on a prélevé, donc l'État, contrepartie directe, afin de financer les dépenses publiques, alors que la taxe est la somme prélevée par l'État en contrepartie d'un service rendu, comme la redevance télévisuelle. Voilà. Identifier la principale voie de financement des dépenses publiques, c'est la TVA avec 52,9%. Alors, nous passons maintenant au document 2, toujours concernant les voies de financement des organisations publiques. Le document 2 porte sur les prélèvements locaux, les ressources des collectivités locales. Alors, en ce qui concerne ce point, nous avons donc les collectivités locales. Alors là, je vous ai mis un petit texte. Voici un exemple dans une ville pour 100 euros. C'est ce qui est mis ici. Je vous commente en fin de compte ces deux graphiques. Donc, voici un exemple. Dans une ville pour 100 euros de recettes, lorsqu'une ville elle prend 100 euros de recettes, d'accord, 45 euros est versé par celui qui paye les impôts, c'est-à-dire le contribuable. Ok, vous avez les définitions ici. Contribuable, usager, foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation, dont je vous demande bien évidemment d'apprendre ça. Donc, 45 euros, c'est la forte somme sur les 100 euros que va payer le contribuable. Et ensuite, on aura la participation de la taxe d'habitation, c'est la taxe d'habitation, et le foncier bâti qui vont donc ainsi permettre de financer ces 45 euros. Voilà, que paye le contribuable. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment comprendre ici ce fonctionnement. Je reprends, on a 100 euros de recettes, 45 euros versés par le contribuable, c'est-à-dire l'individu. Sur ces 45 euros, il faut savoir qu'il y a 48,7% qui provient de la taxe d'habitation, vous avez la flèche ici, et 51,1% qui provient du foncier bâti. Donc, le foncier bâti, qu'est-ce que c'est? Impôt payé par le propriétaire d'un immeuble immobilier, donc ça peut être un pavillon par exemple ou un immeuble tout court, voilà. Non bâti, impôt payé par le propriétaire d'un bien non immobilier, donc vous avez la définition ici, tout simplement. Ok, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement. 45% payé par le contribuable. Là-dedans, il y a la taxe d'habitation et le foncier bâti et le foncier non bâti. Voilà. Ensuite, voilà, donc ici à compléter, et je vous jette un petit œil que vous allez faire cela et que vous avez fait cela, donc sans regarder le corrigé. Et ensuite, on va regarder le corrigé, bien sûr. Et là, vous avez la possibilité de regarder. Donc, contribuable, par les contribuables, l'État, Nantes Métropole, usagers de services publics, emprunts, participations diverses, emprunts bancaires, etc. Voilà, et donc là, vous pouvez prendre la correction. Alors, ensuite, troisième document de cette troisième partie, les voies de financement des organisations publiques, la participation de l'État dans les entreprises privées. Donc, l'État participe dans le sens où elle est propriétaire de certaines entreprises. Alors, la participation de l'État dans les entreprises privées, donc là, vous avez par exemple EDF, qui est une entreprise publique. Pourquoi? Parce que là, l'État a une très grande majorité de parts au niveau du capital social, d'accord? ADP aussi, hein, mais là, on est à 11,1%, comme par exemple Airbus, ce n'est pas totalement une entreprise publique, d'accord? Elle devient publique à partir du moment où il y a plus de 51%, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'entreprise privée ici. D'accord? Donc là, c'est du public.
Là, c'est presque du public et on va dire c'est plutôt du privé, du privé, du privé, du privé et du privé. OK là-dessus pour cette explication. Donc retenez EDF, principalement public, et le reste, on a l'impression que c'est public, non, c'est privé, mais l'État participe. D'accord? Donc ce sont en règle générale des grandes entreprises. Donc c'est d'une façon stratégique qu'elles participent. Alors ensuite, donc, je vous demande toujours à compléter avant de voir le corrigé. Donc vous faites l'effort 2. Et seulement après, vous allez voir le corrigé et donc vous avez ici les éléments de réponse. Donc 12, EDF, ADP, Airbus, Safran, Thales, Engie, 16,8%, actionnaires, partie, bénéfices, dividendes, liquidités. Alors, nous passons maintenant au document 4 de cette troisième partie, les voies de financement des organisations publiques, l'arbitrage entre la maîtrise des coûts et la qualité des services publics. Alors là, c'est une question, je dirais, extrêmement importante qui nécessite une certaine réflexion. Donc, le document 4, vous allez voir, il pose la question de la maîtrise des coûts des services publics, mais à condition de ne pas diminuer la qualité de celui-ci, c'est-à-dire des services publics. Hein, on veut bien maîtriser les coûts, on veut bien diminuer les coûts, mais à condition que la qualité soit toujours là. Alors, on va voir que ce n'est pas le cas. Donc, vous avez un grand document dont je vous demande de lire, de souligner un petit peu ce que je viens de faire. Donc là, je vous ai mis tout ce qui était de mauvaise qualité. Là, vous avez un exemple, c'est dans la Nièvre. Donc, il y a des services de l'État de plus en plus lointains. Donc, le fait que les services de l'État soient lointains des usagers, ce n'est pas d'une bonne qualité. Ensuite, là-dedans, ici, le maire de Varzy, qui est une collectivité territoriale, donc il voudrait centraliser, faire des économies. Ça va être un service public qui va entraîner de mauvaise qualité. Ensuite, après la fermeture de la maternité, la chirurgie, des urgences de nuit, au niveau d'un hôpital, celui de Clamecy, on est aussi dans la mauvaise qualité. Donc, on veut maîtriser les coûts, diminuer les coûts des services publics, mais dans le même temps, donc, on entraîne des mauvaises qualités. C'est un peu l'idée de ce document et de cette idée. Alors, donc, là, ici, donc, les éléments réponse, voilà, utile, État, fermé, bénéficier, service public, centralisé, service public, et nous avons terminé l'analyse des documents. Donc là, vous pouvez faire un petit répit, un petit repos. Alors, un petit repos, c'est pas dit, puisque on va passer quand même à la synthèse. Donc, il y a la synthèse schéma. Donc là, la correction, j'espère l'avoir. Voilà, correction de synthèse, schéma. Donc, pour moi, ça a été fait. Donc, qu'est-ce qu'il fallait mettre ici? Il fallait mettre État, collectivité publique, entreprise publique, administration centrale, collectivité territoriale, mission d'intérêt général, services publics nationaux, services publics locaux. Ensuite, quelles sont les voies de financement des organisations publiques? Impôts, paiement d'un prix par l'usager, emprunt, dividendes, pour maîtriser les coûts, arbitrage donc entre la maîtrise des coûts et la qualité du service public qu'on vient de voir à l'instant. Et là, je vous demande tout simplement de voir le polycopier pour mettre la définition de l'organisation publique, service public, et voie de financement, et dont je vous fais confiance. Alors, je vais passer à la précédente. Alors maintenant, la correction de la synthèse écrite. Ça n'a pas voulu. Voilà. Alors, synthèse écrite. Donc, une organisation publique est une entité dont l'État possède le contrôle. Elle produit des services publics pour satisfaire l'intérêt général, dont la santé, les hôpitaux, la sécurité, la police, l'éducation, les lycées, la justice, les tribunaux, l'administration, exemple les préfectures, la culture, les musées, les transports, exemple la RATP. Un service public est une activité qui répond à 3 principes: l'égalité, chaque citoyen a accès sans distinction d'origine, de sexe, de classe sociale, et la qualité du service rendu est la même pour tous. La continuité, égalité, continuité, il fonctionne sans interruption. Le service public ne s'arrête pas tout le temps. Il s'arrête la nuit, mais bon, voilà.
L'adaptabilité, il doit évoluer au gré des mutations sociétales par rapport à la société, le bien-être des individus dans la société, et suivre les besoins des usagers et les évolutions techniques. Ces services sont rendus gratuitement ou presque gratuitement, quasi gratuitement. Le prix de la quasi-gratuité ou du presque gratuit est faible comparé au coût du service public. Il ne suffit pas à couvrir les coûts engagés par l'organisation publique. Ils sont donc non marchands. Donc, ils n'ont pas une valeur marchande, une valeur du marché. L'organisation ne réalise pas de bénéfices. Effectivement, elle n'a pas de but lucratif. Ça, nous le savons. Alors, quel est le champ d'action des organisations publiques? Les organisations publiques, exemple la SNCF, ont une mission d'intérêt général. Ce sont des services publics nationaux. Elles œuvrent sur l'ensemble du territoire. Elles ont donc un champ d'action géographique national, voire international. Les administrations centrales, l'État et la plupart de ses ministères, exemple le ministère de la Justice, assurent les fonctions régaliennes, comme la police, l'armée, la justice. Ces organisations publiques œuvrent pour l'ensemble du territoire français. Elles produisent donc des services publics nationaux et ont un champ d'action géographique national. Les collectivités territoriales, communes, départements, régions ou les organisations privées dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics, exemple transport scolaire, gestion de l'eau, produisent des services publics locaux et ont un champ d'action géographique local. Elles sont le résultat de la décentralisation mise en place par l'État français dans les années 82-83 au travers des lois de fer, bon, c'était un ancien ministre, voilà. Sous Mitterrand, François Mitterrand, la décentralisation consiste en la délégation de l'État de compétences et des collectivités qui sont dotées de leur propre organe de décision, sont élues par les administrés et possèdent leurs propres ressources afin de gérer les affaires locales. La décentralisation permet un meilleur équilibre des pouvoirs sur l'ensemble du territoire et améliore la pertinence des décisions prises à l'échelon local, car les collectivités territoriales sont directement présentes sur le terrain et en maîtrisant ces réalités. Il existe deux formes de décentralisation. La décentralisation fonctionnelle, où l'organisation se voit attribuer uniquement certains domaines, par exemple le transport scolaire, et la décentralisation territoriale, où la collectivité gère un territoire donné, par exemple une région. Alors, troisième et dernière partie de ce chapitre, quelles sont les voies de financement des organisations publiques? Les organisations publiques hors entreprises publiques financent principalement leur activité avec les prélèvements, c'est-à-dire les impôts. Un impôt est une somme prélevée par l'État à un contribuable sans contrepartie directe afin de financer les dépenses publiques. L'impôt n'est pas la taxe, qui est une somme prélevée par l'État en contrepartie d'un service rendu. Exemple, la redevance télévisuelle ou la taxe sur les ordures ménagères. On ramasse vos ordures et vous êtes taxé. Voilà. L'État finance principalement les dépenses publiques des administrations centrales par les prélèvements nationaux, les impôts. Ces impôts sont la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la taxe sur l'essence par exemple, et d'autres impôts mineurs. La principale voie de financement des dépenses publiques est la TVA, qui représente plus de la moitié des recettes fiscales françaises. On a vu, près de 52%. Les collectivités territoriales fonctionnent aussi grâce à l'impôt. Les contribuables ou les habitants qui payent des impôts locaux représentent la principale voie de financement des communes. Les collectivités territoriales sont aussi financées par des subventions de la part de l'État. Le paiement d'un prix pour certains services publics, les organisations publiques peuvent avoir recours à l'emprunt. Elles peuvent emprunter au même titre qu'un ménage ou une entreprise pour leur budget. L'État bénéficie aussi des ressources financières provenant des parts qu'il détient dans les entreprises, qui sont une partie du capital des entreprises avec les titres et les actions. L'État en est donc actionnaire. Le fait d'être actionnaire donne à l'État la possibilité de percevoir des dividendes, c'est-à-dire une rémunération, d'accord, si l'entreprise réalise des bénéfices, bien sûr. De plus, en cas de besoin de liquidité, l'État peut revendre ses parts sur les marchés financiers. Elle peut revendre ses parts, ça a été le cas, par exemple, pour FDJ. Hein, d'accord ? Les services publics représentent un coût important pour l'État et ce dernier cherche à se désendetter. On assiste donc à un recul du service public qui se matérialise par des fermetures d'organismes publics
au profit d'une certaine centralisation. Donc, on reconcentre de plus en plus maintenant et on ferme au niveau local. Et le problème qui en découle est la dégradation de la qualité du service public. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà ainsi le cours, le chapitre 3 sur les organisations publiques. Donc là, je vous ai donné la correction et quelques explications, bien évidemment. J'attends vos commentaires sur la vidéo sur YouTube. Vous pouvez, avec douceur, si je puis dire, porter des commentaires, soit de compréhension, d'incompréhension, de questions ou de satisfaction. N'hésitez pas. Et vous avez bien évidemment mon adresse mail et on peut aussi, au niveau du groupe, communiquer. Alors, prochainement, vous aurez incessamment, vous allez avoir donc les entraînements. Et ensuite, vous aurez Evalbox la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, une seule fois. Donc, vous tâchez d'être opérationnel et vous aurez aussi un contrôle sur ce chapitre 3. Et ce contrôle se fera directement sur votre boîte mail. J'organiserai un temps horaire d'1 heure et vous n'aurez qu'1 heure pour le faire et à me le rendre. Merci à vous. Bonne continuation.